Que vous avez tous pu vous connecter et que vous nous entendez bien. Alors, nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui pour ce webinaire sur la gestion des risques. En termes de format, nous partirons sur une présentation d'environ 45 minutes et vous aurez l'occasion de nous soumettre vos questions en fin de séance via le fil de conversation Zoom. Alors, encore une fois, vous avez été très nombreux à répondre présent à notre invitation sur cette thématique d'actualité, ce qui démontre que ce sujet de la gestion des risques est bien un sujet de préoccupation pour tous. Alors, je me présente, je suis Benjamin Aubin, je suis manager au sein du cabinet Actuelia et je suis accompagné aujourd'hui par Patrick Cohen. Bonjour à tous, donc, je suis également manager au sein du cabinet Actuelia. Tout comme Benjamin, on est aussi formateur pour plusieurs organismes, dont l'Institut Carita qui propose des formations certifiantes sur Solvabilité 2. Et on travaille aussi avec des partenaires de formation en ligne tels que Good Learning qui proposent des e-learning dédiés à cette directive. Alors, avant de commencer, nous souhaitions rapidement vous partager quelques mots sur notre actualité. En effet, nous sommes dans notre 8e saison et nous poursuivons donc notre développement. Nous disposons d'une équipe d'environ 30 consultants. Nos domaines d'intervention sont assez variés puisque nous accompagnons aujourd'hui des organismes qui opèrent sur les différents marchés de l'assurance, tant en épargne retraite, assurance vie, qu'en santé prévoyance, mais aussi bien sûr en assurance IARD. Nos sujets d'expertise couvrent les sujets réglementaires Solvabilité 2, bien entendu, mais également des sujets d'actuariat plus traditionnels, comme la tarification et le provisionnement notamment. Alors, le sujet d'aujourd'hui, effectivement, s'inscrit dans ce contexte réglementaire Solvabilité 2, mais il s'inscrit surtout dans l'actualité avec la crise sanitaire sans précédent que nous connaissons depuis maintenant un peu plus d'1 an. Alors, la présentation va s'articuler autour de 3 grandes parties. Dans un premier temps, nous reviendrons sur l'année 2020 et les nombreuses sollicitations dont a fait l'objet la fonction clé gestion des risques. Ensuite, nous nous intéresserons aux problématiques de cette année 2021. Et enfin, nous vous proposerons des pistes de réflexion ainsi que des bonnes pratiques pour définir sa stratégie dans un contexte plus qu'incertain. Alors, commençons tout d'abord par quelques rapides rappels réglementaires sur la fonction gestion des risques. D'un point de vue réglementaire, donc, cette fonction est définie à l'article 44.4 de la directive Solvabilité 2 et elle a pour principal objectif d'assurer la mise en œuvre du système de gestion des risques. Les travaux y afférents peuvent bien entendu être sous-traités, mais la responsabilité de cette fonction, et comme la responsabilité des autres fonctions clés d'ailleurs, doit être portée en interne dans l'organisme par une personne qui va disposer d'une vision globale de l'ensemble des risques de l'organisme, qu'ils soient directement liés aux activités d'assurance ou de réassurance, ou qu'ils soient financiers ou opérationnels. Elle doit également disposer d'une vision globale des interactions entre ces risques et de l'ensemble des mesures prises pour s'en protéger. Donc finalement, il s'agit d'une personne qui va être dotée d'une vision transversale de l'organisme et de ses risques et qui dispose de suffisamment d'expérience de l'activité de l'organisme et d'une culture suffisante sur chacun de ces sujets. Donc pour justifier des compétences requises, il existe par exemple des formations de type ERM, Enterprise Risk Management, qui sont dédiées à ces fonctions et qui permettent d'acquérir les compétences minimales. Ces compétences sont effectivement à combiner idéalement avec une expérience professionnelle dans une fonction de management au sein de l'organisme ou d'une entreprise comparable. Et pour vous donner un ordre d'idée, si on s'intéresse à un organisme de taille importante ou dont l'activité est complexe, eh bien, on va parler d'une expérience professionnelle de l'ordre d'une dizaine d'années. Ensuite, en termes de mission, eh bien, la fonction gestion des risques doit à minima traiter effectivement d'un certain nombre de risques que sont par exemple le risque de souscription et de provisionnement, les risques liés à la gestion active-passif et aux investissements, les risques opérationnels bien entendu, les risques relatifs à la réassurance, mais elle doit également traiter des stratégies d'atténuation de ces risques. Donc pour remplir ces missions, elle rend compte des expositions au risque à travers des indicateurs et elle va conseiller l'AMSB, donc l'organe de décision ultime de l'organisme, sur la stratégie mise en œuvre en s'appuyant notamment sur les évaluations ORSA dont elle porte la responsabilité. D'un point de vue pratique, la CPR a dernièrement remonté un certain nombre de points qu'elle a pu relever à travers ces échanges avec les organismes. On en a sélectionné 5 qui nous paraissaient être les plus pertinents et les plus marquants. Alors, le premier point, c'est la CPR souligne le fait qu'effectivement, il y a une forte externalisation des travaux de cette fonction, mais que le pilotage de cette sous-traitance est insuffisant.
Deuxième point qui est remonté par la CPR, il concerne les compétences techniques qui sont jugées parfois limitées du responsable de la fonction clé. Autre point important, en cas de cumul des fonctions clés, la CPR estime qu'il y a un manque de formalisation dans la gestion des conflits d'intérêts. La CPR estime également que l'accès à la MSB, donc à cet organe d'administration, de gestion ou de contrôle, est également trop souvent limité pour la fonction clé gestion des risques. Et également que l'ORSA, finalement, est insuffisamment intégré à la définition de la stratégie pour l'organisme. Alors après ces rapides rappels, je vais passer la main à Patrick qui va donc nous faire une rétrospective de l'année 2020. Du coup, pendant cette année exceptionnelle qui a été l'année 2020, on a demandé à la fonction gestion des risques d'effectuer de multiples travaux. L'idée de cette partie, c'est quoi? Finalement, c'est de se refaire le film de l'année 2020 chronologiquement. Donc, début 2020, on entend tous parler de ce virus qui est le Covid-19, qui va se développer à travers le monde. Et en France, sur la période janvier-avril, on va avoir une explosion des cas, très fortement surtout sur la période mars-avril, où on voit que le nombre de cas confirmés, si on prend la moyenne sur 7 jours, elle explose et elle est multipliée par presque 10 000 en un mois. Et donc, on va avoir une véritable tension sanitaire qui s'installe en France. En parallèle de cette tension sanitaire, on va avoir une tension économique, c'est-à-dire qu'on va avoir une fluctuation sur les marchés financiers. Cette tension sur les marchés financiers, en France, elle peut se traduire par l'exemple du CAC 40. Alors, on se rappelle que sur la période février-mars, on a observé une chute très importante du CAC 40 de près de 40 points. Alors, pourquoi je précise ce 40 points? Parce que dans le cadre de Solvabilité 2, dans le thermomètre réglementaire, 40 points, c'est quoi? En fait, c'est le risque de perte de valeur des actions cotées à horizon 1 an. Et donc, finalement, ce risque réglementaire qui pouvait paraître un peu abstrait, il a été rencontré pour le marché français en février dernier. Donc, dans ce cadre de tensions économiques et sanitaires, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu les mesures du gouvernement qui ont été mises en place dans la lignée des autres pays européens, à savoir la mise en place d'un confinement, d'un premier confinement. Pour la gestion des risques, finalement, ce confinement, ça a été le début de l'activation des PCA. Les PCA, les plans de continuité d'activité, c'était des plans qui pouvaient demeurer un peu théoriques, testés de manière ponctuelle et qui ont dû être mis en place pour une période assez longue dès le 17 mars, en sachant que certains organismes avaient déjà commencé à anticiper leur application. En tout cas, cette période du Covid-19, elle a pu permettre de tester la résistance des plans de continuité d'activité. Pour la gestion des risques, il y a eu une autre question qui s'est posée avec la mise en place du confinement et cette tension sanitaire, qui a été de se questionner sur les impacts de cette crise sur l'activité. Donc, pour l'activité, on a tous en tête que pour les organismes santé, par exemple, ça s'est traduit par 2 mois vides avec des prestations très faibles pendant le confinement, mais il y a aussi eu d'autres questions qui se sont posées à la fonction gestion des risques avec l'application de certaines garanties. Je pense notamment aux garanties perte d'exploitation pour lesquelles on a vu des actions en justice être menées afin de savoir si finalement la crise du Covid-19 rentrait dans les critères d'application des garanties. Donc finalement, la fonction gestion des risques, en plus d'être sur le plan opérationnel à la mise en place des PCA, elle a dû aussi mener des réflexions sur les risques techniques. En parallèle, il y a dû y avoir un travail qui a été fait sur les indicateurs. Alors, chaque organisme avait un suivi d'indicateurs. Ce qui a été modifié avec cette crise du Covid, ça a été finalement la fréquence à laquelle on allait étudier ces indicateurs techniques, financiers et prudentiels. C'est-à-dire qu'on va avoir une cadence qui va être accélérée. À minima, on a observé une cadence mensuelle
d'analyse de ces indicateurs, mais qui pouvaient aller jusqu'à des analyses hebdomadaires, voire quotidiennes. Aussi, dans finalement l'évolution de ces indicateurs, il y a aussi eu un deuxième type d'analyse qui a été mis en place par la gestion des risques, à savoir la comparaison avec finalement le projeté et plus une analyse de l'évolution finalement jour à jour. Ces indicateurs donc, qui étaient techniques, financiers et prudentiels, ils ont également intégré finalement les évolutions de contexte qu'on a pu voir au mois d'avril. À quoi je fais référence? Je fais notamment référence à l'évolution de la courbe des taux. On se souvient qu'en avril dernier, on a une courbe des taux qui est impactée à la baisse et qui est maintenant négative sur les 20 premières années. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, on a une hausse des engagements pour les organismes qui ont des branches qui sont sur le plus long terme. Je pense notamment aux organismes d'assurance vie. Et donc, la gestion des risques, elle a dû aussi actualiser ses calculs, par exemple, de best estimate pour mesurer l'impact de cette baisse des taux sur une durée plus longue. On se souvient qu'avril, c'est aussi historiquement la période où on est censé remettre les rapports narratifs et qu'en 2020, il y avait eu un délai supplémentaire qui avait été accordé aux organismes d'assurance pour publier ces rapports avec une demande du superviseur de publier une communication propre à la crise du Covid-19. Donc, la gestion des risques, on voit qu'en plus d'être présente sur le plan opérationnel avec les PCA, sur le renforcement de la fréquence du suivi des indicateurs et sur les analyses techniques, elle a aussi dû participer à la rédaction de ce plan pour bien expliquer finalement le suivi et les impacts de cette crise du Covid-19 sur les opérations d'assurance. Début mai, on a, au niveau du mois de mai, début juin, on a la fin du premier confinement. Et là, on a une question qui se pose pour les organismes d'assurance, et notamment pour les fonctions clés gestion des risques. C'est quoi? C'est finalement comment on va pouvoir effectuer nos travaux hors ça. On se rappelle qu'on est dans un contexte exceptionnel. On n'a finalement jamais rencontré une crise aussi impactante. Et la question de savoir comment on va projeter nos indicateurs pour respecter finalement cette réglementation qui nous demande de faire un business plan sur un horizon de 3 à 5 ans, on va pouvoir les mettre en œuvre. En mai dernier, chronologiquement, il y avait eu un premier webinaire du cabinet Actuelia qui proposait pour la gestion des risques de finalement se positionner sur un cadre conceptuel pour pouvoir harmoniser l'évolution de ces indicateurs. Alors, pour rappeler succinctement l'idée des cadres conceptuels, c'est qu'il y avait eu la définition de 4 cadres conceptuels. Le premier, sur le fil du rasoir, c'est finalement, a posteriori, la situation qu'on a rencontrée dans la réalité, qui consistait en une alternance de stratégie stop and go en termes de confinement et avec un vaccin présent au printemps 2021. À l'époque, donc, on n'avait pas encore connaissance que ça se passerait comme ça, donc il y avait eu d'autres cadres conceptuels qui avaient été proposés. Le cadre la Grande Dépression qui consistait finalement à une crise plus durable et avec un vaccin qui aurait été présent plus tard que le printemps 2021. Un scénario très pessimiste qui était vers un âge obscur dans lequel finalement on avait une crise sociale qui se combinait aux crises sanitaires et économiques sans horizon de sortie de crise. Et on avait aussi parlé d'un cadre conceptuel New Green Deal européen qui consistait en une maîtrise de la pandémie dès l'automne 2020. Ces cadres conceptuels, ils avaient été travaillés sur la base d'analyse de groupes de réflexion et notamment, c'était le groupe Futurible qui avait travaillé sur ces cadres conceptuels. Du point de vue de la gestion des risques, le choix du cadre conceptuel, il permettait de se positionner sur des indicateurs. Donc, si on reprend notre exemple un peu du CAC 40 qui était en train de remonter à la fin du premier confinement, dans le cadre d'un scénario sur le fil du rasoir, finalement, ça va se traduire par un retour à la normale très progressif des indicateurs économiques. Dans le cadre la Grande Dépression, là, on aurait eu une crise
qui aurait été plus durable dans le temps. Factuellement, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu le ralentissement du retour à la normale du CAC 40, pour rester sur cet exemple, qui a été stoppé par le deuxième confinement. Et finalement, on a eu une certaine stabilité sur la fin de l'année. En termes de gestion des risques, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on a eu donc des travaux opérationnels avec l'activation des PCA, donc qui ont été testés dans la réalité avec cette crise. On a eu le suivi accru d'indicateurs qui existaient déjà, les travaux hors ça réglementaires qui ont dû être adaptés à cette année si particulière. Mais on a aussi eu la gestion des risques qui a dû s'adapter finalement aux nouvelles mesures réglementaires et aux décisions du gouvernement qui sont sorties au cours de l'année, et aussi finalement aux contributions mises en place par les organismes. Et en général, ces décisions non prévues, elles se sont traduites par la mise en place d'ORSA exceptionnels. Je pense notamment aux taxes Covid pour les organismes santé, par exemple, qui ont nécessité pour certains la mise en place d'ORSA exceptionnels. Les garanties perte d'exploitation, où il y a eu la question de savoir s'il y avait une jurisprudence qui allait être mise en place, et donc la gestion des risques a pu organiser des ORSA exceptionnels pour mesurer l'impact de telles décisions, ou encore la prise en compte des contributions de la FFA. Pour rappel, on avait à peu près 800 millions d'euros de contributions qui se répartissaient entre 400 millions d'euros pour les TPE, PME et 400 millions d'euros pour des contributions collectives telles que la prolongation de l'assurance pour les systèmes informatiques à distance. Bref, pour la gestion des risques, on a dû inclure plusieurs décisions qui n'étaient pas forcément escomptées au moment de la réalisation des travaux ORSA et qui ont conduit à la réalisation d'ORSA exceptionnels. Donc, cette année 2020, ça a été une année complexe et challengeante qui a surtout renforcé le lien entre gestion des risques et AMSB, et dans laquelle on a compris que finalement, le suivi des indicateurs et l'actualisation de la cartographie, c'était de véritables enjeux pour la suite. Les finalement risques rencontrés durant l'année 2020 ne sont pas totalement terminés, même si on commence à avoir peut-être le bout de cette crise du Covid-19, mais on va avoir d'autres risques qui vont découler de cette peut-être fin de crise sanitaire. Et je redonne la parole à Benjamin pour parler justement des risques majeurs qui nous attendent en 2021. Merci Patrick. Alors oui, effectivement, on va donc parler maintenant donc des risques majeurs qui nous attendent en 2021. Et effectivement, ces crises sanitaires que nous traversons, à la fois sanitaires et économiques, eh bien, elles ont accru un certain nombre de risques et elles en ont fait émerger de nouveaux. Et il est question effectivement de ces risques de manière assez quotidienne dans l'actualité. Alors par exemple, sur la partie cyberattaque, effectivement, avec la mise en place des plans de continuité d'activité et la généralisation du télétravail, eh bien, il y a eu une sorte de digitalisation accélérée des activités et ça a engendré un accroissement très important du risque cyber. Comme on peut le voir sur ces coupures de presse, eh bien, par exemple, MMA qui a été victime d'une attaque en juillet dernier, et cette attaque a paralysé tout son site internet et son service de gestion. On a vu plus récemment la MNH, la Mutuelle Nationale des Hospitaliers, être également la cible d'une attaque et a dû déconnecter tout son réseau informatique et ses applications. Donc on voit bien cette recrudescence des cyberattaques depuis justement cette généralisation du travail et cette entrée en vigueur des PCA avec le premier confinement. Alors ça, c'est d'un point de vue risque cyber. Après, on peut également s'intéresser du point de vue économique. Effectivement, l'État a massivement soutenu l'économie à travers des aides qui ont été versées aux entreprises. Et avec l'arrivée du vaccin, eh bien, il est possible d'envisager une sortie de crise qui va effectivement déboucher sur l'arrêt de ces aides et qui peut faire craindre une recrudescence des faillites, par exemple, ou un risque important d'inflation. Alors, en ce qui concerne les faillites, ce qu'il faut savoir, c'est que l'année 2020, c'est l'année durant laquelle, en France, il a été enregistré le moins de faillites depuis plus de 30 ans. En 2020, il a été enregistré 31 000 faillites, contre, par exemple, 63 000 en 2009. Donc, on voit qu'il y a quand même beaucoup moins de faillites.
Toutefois, effectivement, et notamment la société d'assurance crédit Coface, prédit plus de 20 000 faillites supplémentaires avec la levée des aides pour les entreprises. Donc effectivement, même si depuis quelques semaines, eh bien, on commence à entrevoir la fin de la crise sanitaire, eh bien, les conséquences de cette année si particulière, si atypique, eh bien, vont pour certaines émerger dans les prochains mois. Et donc tout l'enjeu pour la gestion des risques, finalement, c'est d'anticiper au mieux l'émergence et l'accroissement des risques majeurs en 2021. Donc pour cela, eh bien, il est possible de s'appuyer sur des travaux de cartographie qui sont publiés par des organismes tels que l'AMRAE, la FFA ou même encore Allianz. Et si on s'intéresse un petit peu à un niveau plus large que le niveau français, effectivement, on peut également regarder dans le rapport sur les risques mondiaux du Forum économique mondial. Alors ici, on reprend l'exemple de la FFA qui a donc publié son top 5 des risques majeurs en 2021. Ce que l'on peut voir, c'est qu'on retrouve globalement la plupart des risques qui étaient cartographiés en 2020. Néanmoins, le classement a un peu évolué. On va retrouver dans les premières positions des risques qui sont directement liés à la Covid-19, avec effectivement les cyberattaques qui se sont démultipliées avec, comme on l'a vu, le confinement, les PCA et le télétravail généralisé. On a l'environnement économique dégradé du fait justement du confinement, du ralentissement économique qui en est la conséquence et ce genre de phénomène-là, et forcément l'augmentation du risque épidémique qui va de soi avec la Covid-19. Donc c'est ce triptyque de risques lié justement à la Covid-19, on le retrouve dans la plupart des analyses qui sont publiées, et notamment celle qui est publiée également par Allianz, qui place également le risque cyber en pole position. Donc maintenant, toute la question, une fois qu'on a commencé un petit peu à identifier ces risques, toute la question, c'est donc de savoir comment appréhender au mieux ces différents risques en 2021. Donc, afin d'illustrer notre réflexion, eh bien, nous allons prendre l'exemple du risque cyber. Alors, nous allons nous intéresser au volet risque opérationnel du risque cyber. On laisse de côté le volet risque assurantiel qui peut être représenté par ce risque-là. Et donc, juste pour rappeler quelques chiffres, les cyberattaques ont été multipliées par 3 entre 2019 et 2020. Et donc, il est légitime de penser finalement que cette tendance va perdurer. Alors, nous, ce qu'on propose pour approcher chacun des risques qu'on peut identifier, c'est une démarche de type ERM en plusieurs étapes. Alors, la première étape de cette démarche va consister à identifier le risque. Et donc, en ce qui concerne le risque cyber, on va pouvoir se documenter sur Internet pour essayer de comprendre comment se manifeste une cyberattaque. Et on peut trouver des analyses telles que celles qu'on a trouvées sur le site cybermalveillance.gouv.fr, qui est donc un site du gouvernement français, qui va recenser le top 10 des recherches d'assistance qui sont effectuées par les entreprises et les associations victimes de cyberattaques. Et on se rend compte effectivement qu'il y a beaucoup de formes de cyberattaques. Ça peut être des rançongiciels, ça peut être du piratage informatique, du piratage de comptes utilisateurs, ou encore des virus informatiques ou d'autres formes, comme c'est montré sur ce petit tableau-là. Deuxième étape ensuite, connaître et mesurer son risque. Donc, on va s'interroger sur les sources du risque. Alors, effectivement, sur le risque cyberattaque, les sources du risque qui vont accroître finalement le risque, ce sont le télétravail accru, la mise en place de services à distance, ce genre de choses-là. Ensuite, il va falloir identifier potentiellement des failles dans notre système informatique qu'il va falloir peut-être après corriger, mais en tout cas, il faut d'abord les identifier. Et donc, on va pouvoir s'appuyer sur des audits de sécurité informatique ou des tests d'intrusion, par exemple, pour pouvoir identifier ces potentielles failles. Et ensuite, il va falloir quantifier, donc mesurer son risque et s'interroger sur l'approche finalement à retenir. Dans le cadre de cet exemple, on pourrait partir sur une approche fréquence fois sévérité. Et voilà, compte tenu des spécificités de ce risque, il est effectivement difficile de trouver suffisamment de matière en interne dans son organisme pour estimer une fréquence et une sévérité. Mais on va encore une fois s'appuyer sur des données de marché, sur des études publiées pour
estimer une probabilité de survenance et estimer les impacts en termes de sévérité, que ce soit les impacts financiers, matériels ou des impacts de réputation. Et ici, on vous met l'exemple d'une étude publiée par Hiscox en 2021 sur l'étendue des coûts des cyberattaques par taille d'entreprise. Ce qui est intéressant de voir sur ce graphique, eh bien, c'est que finalement, de manière médiane, une cyberattaque, ça ne coûte pas forcément très cher, quelle que soit la taille de l'entreprise. Par contre, on voit qu'il y a une amplitude très importante, puisque lorsqu'on regarde le quantile 95% du coût des cyberattaques, eh bien, on se rend compte que ça peut être très éloigné de la médiane. On a un rapport de 1 à 20, par exemple, sur les entreprises de plus de 1000 salariés. Alors, ça reste des coûts qui ne sont pas forcément énormes, hein, 420 000 euros. On est loin des potentiels millions qu'on peut évoquer, mais ça peut encore aller au-delà. Hein. C'est le quantile 95%, ça peut aller au-delà. Mais il est intéressant, voilà, c'est une première étude sur laquelle on peut s'appuyer pour estimer des sévérités. Étape suivante, une fois qu'on s'est intéressé davantage à son risque et qu'on l'a mesuré de manière brute, eh bien, on va analyser les éléments de maîtrise de ce risque. Donc, les éléments de maîtrise, les EMR, eh bien, soit on a déjà des éléments de maîtrise qui sont en place, soit on va devoir en mettre en place. Et il va falloir aussi s'interroger sur les délais de mise en place de ces éléments de maîtrise. Et en termes d'exemples sur les éléments de maîtrise qu'on pourrait mettre en place pour du risque cyber, eh bien, on va faire des campagnes de communication et de sensibilisation en interne sur ce risque-là pour sensibiliser les opérationnels à ce risque-là. On va également voir élaborer et tester, par exemple, des procédures d'alerte et mettre en place des plans de continuité d'activité qui vont être spécifiquement dédiés au risque cyber. On va pouvoir augmenter le budget qui va être alloué à la cybersécurité à travers le recrutement d'un responsable de sécurité informatique, par exemple. Ça peut être à travers de la sous-traitance également ou à travers la mise en place de nouvelles technologies. Et on voit aussi de plus en plus d'organismes qui souscrivent à des couvertures d'assurance spécifiques sur ce risque cyber. Ça peut être aussi un moyen de maîtrise contre ce risque-là. L'étape suivante, finalement, une fois qu'on a mis en place les éléments de maîtrise, c'est de finalement essayer de quantifier les impacts de ces éléments de maîtrise sur la cotation brute qu'on a pu faire de ce risque pour en obtenir une cotation nette. Et enfin, une fois qu'on a effectué ce travail-là, il reste à suivre son risque, à déclarer son risque. Et pour cela, eh bien, on va procéder à un enrichissement de la cartographie des risques qui va reprendre toutes les analyses et les chiffrages qui vont avoir été faits en amont dans le cadre de ce processus. Et il est effectivement possible de répliquer cette démarche aux autres risques majeurs qui vont être identifiés par les organismes. Ça peut être des risques psychosociaux, hein. Compte tenu de la période compliquée que nous vivons, il peut y avoir une émergence des risques psychosociaux. Il y a toujours les risques climatiques qui sont des risques majeurs à prendre en compte en cette période-là. On l'a vu, tous les risques qui sont liés à l'environnement économique dégradé et encore une fois, les risques réglementaires et de non-conformité qui sont aussi toujours à considérer dans les risques majeurs. Après, il y a encore tout un tas d'autres risques sur lesquels il faut s'interroger. Mais en tout cas, voilà, les analyses qu'on va faire dans cette démarche-là et les quantifications qu'on va faire, eh bien, in fine, on va effectivement les enrichir, on va enrichir la cartographie des risques avec tout ça, mais in fine, il va falloir les prendre en compte dans l'ORSA et notamment dans l'évaluation du BGS pour mesurer justement donc, ce fameux besoin global de solvabilité. Donc, juste rappeler que l'évaluation du besoin global de solvabilité est l'une des 3 exigences réglementaires de l'ORSA, que les textes ne précisent pas de méthodologie particulière pour l'évaluer. Donc finalement, en pratique, ce BGS il va être exprimé parfois à travers uniquement des éléments qualitatifs, parfois à travers des éléments quantitatifs, parfois avec un mix des deux, à la fois des éléments qualitatifs et des éléments quantitatifs. Et donc, effectivement, il est possible d'appliquer différentes méthodes pour l'évaluer. Et ces différentes méthodes, elles ont notamment été
recensées par l'Institut des actuaires. Donc, on a repris quelques-unes de ces définitions. On n'a pas toutes reprises parce que ce n'était pas l'objet forcément. Donc, première définition possible, c'est que ce BGS, c'est le capital nécessaire pour respecter l'appétence au risque. Deuxième définition, le BGS, c'est le capital nécessaire pour porter le plan stratégique. Et troisième définition, celle que nous, on privilégie dans nos missions Orsa, c'est que le BGS, finalement, c'est un SCR ajusté au profil de risque de l'entreprise et qui va être complété des risques non pris en compte dans le SCR. Et on vous synthétise ici un petit peu notre approche. Donc, on a le SCR pilier 1, formule standard ou modèle interne, peu importe, auquel on va finalement adapter certains des risques de la formule standard pour se rapprocher davantage du profil de risque de l'organisme et obtenir ce qu'on appelle le SCR Vision Orsa. Ce SCR Vision Orsa, on va le compléter du travail qu'on a effectué en amont sur les risques avec les quantifications qui ont pu être faites sur les risques non pris en compte dans le cadre de la formule standard. Et on va obtenir ainsi le BGS. Et on peut dire quelque part que le SCR est à la CPR ce que le BGS est aux administrateurs. Et en parlant des administrateurs, qui sont donc impliqués dans l'évaluation de ce BGS à travers l'identification et la quantification des risques, eh bien, les administrateurs ils vont devoir également être investis dans un autre volet de cet exercice Orsa, et c'est le volet des stress tests pour lesquels, effectivement, ils vont devoir s'impliquer de manière importante. Et donc, je vais passer la main à Patrick pour vous parler justement des stress tests. Alors, les stress tests, si on rappelle succinctement en quoi ça consiste, on sait que finalement la trajectoire centrale qu'on définit dans l'Orsa ne va jamais se réaliser. Je prends l'exemple, il y a un an, quand les exercices Orsa ont été réalisés, personne ne prévoyait le Covid-19. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que ça permet de regarder la résistance de sa stratégie à des risques exceptionnels. Donc ça, c'est le premier objectif finalement des stress tests, c'est de s'assurer de la résistance de son business plan. Le deuxième intérêt, bien sûr, c'est de pouvoir tester différentes stratégies et de prendre des décisions. Ce qu'on peut rappeler, c'est que dans le cadre de la réalisation de ces stress tests, on peut avoir la fonction gestion des risques qui fait appel aux autres fonctions clés. Les fonctions clés, elles sont indépendantes. Indépendantes, ça ne veut pas dire isolées. En termes de recommandations sur ces stress tests, avant de parler de ceux de 2021, ce qu'on peut préciser, c'est qu'il faut, selon la LCPR, donc, il faut privilégier les scénarios impactants aux scénarios complaisants, quitte à présenter les management actions qui seraient mises en place pour finalement sortir de cette situation où on ne respecterait pas les objectifs donnés dans le cadre des stress tests. Un exercice qu'on peut voir chez différents organismes qu'on accompagne, c'est la mise en place d'un reverse stress test qui serait un cumul de scénarios visant à aller à la limite de ce que s'autorise l'organisme pour montrer finalement qu'on aurait besoin d'un cumul de scénarios impactants pour véritablement mettre en danger l'organisme. Maintenant, la question qui se pose, c'est finalement quels sont les stress tests pour 2021 dans le cadre de nos Orsa sur lesquels doit travailler la gestion des risques. On peut regrouper en trois thèmes finalement les stress tests qui vont être travaillés. On peut parler des impacts de clauses de revoyure 2025-2026. Pourquoi ? Parce que finalement, on peut déjà se préparer à ces évolutions qu'il va y avoir. Ces évolutions, ils vont être le plus conséquent en termes de taux. Pourquoi ? Parce qu'on a une courbe des taux qui était négative sur les 20 premières années, comme on l'a vu tout à l'heure. Dans le cadre du calcul des risques, on n'applique pas de risque quand une courbe est négative, ce qui est un peu particulier. Et finalement, on va réparer ce dysfonctionnement avec la clause de revoyure. Donc, on va avoir un recalcul du SCR taux. On va aussi avoir une courbe des taux qui va être plus basse que celle actuelle avec un changement de la méthode de projection et donc qui va conduire à une augmentation des engagements des organismes envers les assurés. On peut aussi parler de l'impact du dampener. Le dampener, pour rappeler succinctement, c'est quoi ? C'est l'ajustement afin de tenir compte des éléments de l'élément du caractère cyclique des marchés financiers qu'on applique au risque action. Actuellement, le dampener, c'est
dans un intervalle de moins 10% à 10%, c'est-à-dire si on a 40 points de pénalité, on arrive plutôt à 30 points de pénalité dans le cadre d'un scénario financier compliqué. Et dans le cadre de la clause de revoyure, on va avoir un intervalle qui va être de moins 17 à 17%, ce qui veut dire que dans le cadre de contexte de crise, l'application de la pénalité action aux actifs cotés, elle se retrouvera plutôt à l'ordre de 22%. Ces impacts de clause de revoyure, ils peuvent être testés dès à présent, surtout s'ils sont impactants pour les organismes, afin de s'y préparer au mieux. Un deuxième chantier sur lequel doit travailler la gestion des risques, c'est les scénarios stratégiques. On se rappelle qu'on est dans un univers de taux bas sur lequel il peut y avoir des opportunités à investir sur d'autres types d'actifs. Je pense notamment, par exemple, aux obligations perpétuelles qu'on voit en ce moment. Et c'est important d'effectuer des stress tests sur ce type d'investissement pour bien avoir en considération les risques et que tous les éléments soient donnés au conseil avant validation d'une stratégie. Pour les organismes qui distribuent des dividendes, l'ACPR, dans son communiqué de février 2021, demande de mettre en place un stress test visant à témoigner de la capacité à effectuer cette distribution de dividendes. Ce scénario, l'ACPR nous précise qu'il doit finalement se caractériser par un contexte économique dégradé tenant compte des taux bas, cumulé à un scénario de sinistralité dégradée. On pourra aussi s'intéresser dans les scénarios stratégiques finalement à l'intégration des critères verts dans les investissements. Enfin, en termes de scénario de crise, comme l'a dit Benjamin, on risque très certainement de rencontrer de nombreuses faillites dans la suite de l'année 2021 et donc effectuer un stress test sur le risque de défaut et donc le risque de dégradation des notations d'émetteurs de titres financiers, ça paraît très important, surtout que l'impact en termes de risque peut être impactant, notamment dans le SR spread. On est aussi dans un contexte de tension du marché immobilier, c'est-à-dire qu'on a l'endettement des ménages qui s'accroît. En parallèle, la valeur des biens ne fait qu'augmenter. Donc, finalement, effectuer un stress test avec un crash immobilier entre 20 et 25%, qui est la pénalité de la formule standard, ça paraît aussi cohérent. Enfin, nous, on a l'habitude d'intégrer aussi dans les scénarios de crise, alors qui peuvent être aussi plus larges que les scénarios qu'on présente. On pourrait par exemple intégrer un scénario de dérive de la sinistralité aussi dans ces scénarios de crise. Mais on a aussi l'habitude d'intégrer un risque relatif à une perte exceptionnelle dont on se sert, nous, pour définir l'appétence au risque de l'organisme. Alors, si je rappelle un peu rapidement cette notion d'appétence au risque, qui peut avoir quelquefois un caractère un peu péjoratif avec une assimilation à un goût prononcé pour le risque. L'appétence au risque, pour un organisme d'assurance, finalement, c'est comme pour une personne. Une personne, pour pouvoir vivre, elle a besoin de se nourrir, donc d'avoir de l'appétit. Et un organisme d'assurance, pour exercer son activité, il doit prendre des risques et donc il doit avoir un appétit au risque. L'appétence au risque, c'est finalement le corridor qu'on s'autorise à avoir sur l'horizon stratégique. Donc, par exemple, si on définit notre appétence en fonction de notre ratio de couverture, donc de ratio de solvabilité, finalement, ça va être la limite dans laquelle on l'autorise à évoluer sur l'horizon de projection. Si jamais on respecte cette appétence, ça voudra dire qu'on est cohérent finalement avec nos politiques écrites, avec notre stratégie. Par contre, si on dérive de notre limite d'appétence, là, la gestion des risques, elle doit finalement mener des plans d'action, des management actions pour qu'on la respecte. Alors, au sein du cabinet Actuelia, l'appétence, on aime bien la définir comme un risque décennal. Le thermomètre de la formule standard, le SCR, c'est un risque bicentenaire, 0,5% d'occurrence à horizon 1 an. Et là, le risque décennal, c'est 10% de chance d'occurrence à horizon 1 an. Pourquoi on aime bien cette appétence décennale? Pour deux raisons. La première, c'est que c'est un risque qui est moins abstrait que ce risque bicentenaire, même si on a vu au départ, quand on parlait du CAC 40, qu'on peut rencontrer ce risque bicentenaire.
Et la deuxième raison, c'est qu'historiquement, le quantile 90%, c'est celui qui est utilisé pour construire le minimum de capital requis, ce qui veut dire qu'on veut que les organismes soient capables de couvrir ce risque décennal. Du point de vue de la gestion des risques, une fois que cet indicateur, finalement, il est défini, validé par le conseil d'administration, la gestion des risques, elle doit travailler à la mise en place de management actions dans le cas où on ne respecterait pas notre appétence. Pour finalement savoir quand on va dévier de l'appétence, c'est important de mettre en place au niveau des opérationnels des limites et donc des indicateurs pour voir au mieux et définir au mieux des seuils d'alerte pour anticiper au plus tôt une dérive de ces indicateurs. Donc, ces seuils d'alerte et ces limites, elles peuvent être définies en fonction des indicateurs techniques, le SP, en fonction des indicateurs financiers, le rendement des actifs, l'allocation des actifs, ou bien du rating avec les notations des émetteurs de titres financiers ou même des réassureurs. Mais ce qui est important d'avoir du point de vue de la gestion des risques, c'est de regrouper ces indicateurs et ces limites dans les politiques écrites pour qu'on ait un endroit où se référer et où surveiller la stratégie. Je vais poursuivre sur finalement la mise en place des management actions, mais du coup, d'un point de vue plutôt bonne pratique. Les management actions, donc on vient de le dire, elles vont, le but, c'est de préparer et tester des actions de remédiation pour se conformer à ses objectifs, à son objectif pour respecter l'appétence au risque. Donc, elles peuvent être de plusieurs natures finalement. On peut avoir des management actions qui vont être sur les risques techniques, sur les risques financiers, sur des renforcements de capitaux et de fonds propres. Donc, par exemple, pour les risques techniques, ça peut être un accroissement de la réassurance, ça peut être de la réassurance simple avec de la quote-part, de la réassurance plus sophistiquée avec des traités non proportionnels ou indexés sur des SP techniques. Ça peut être de l'optimisation du mix produit en faisant de l'optimisation en fait, de l'activité par branche. Pour le risque financier, ça peut être l'achat de titres subordonnés, l'achat d'instruments de couverture, qui peut être intéressant dans un contexte où on est dans un univers de taux bas et donc ce qui serait dangereux, ce serait une hausse brutale des taux. Donc, disposer d'instruments de couverture, ça peut être intéressant pour les organismes. Et on a aussi pour les organismes d'assurance sur lesquels le risque immobilier demeurerait trop significatif, des stratégies de leaseback, de leasing qui consistent à vendre l'immeuble et à l'avoir en location durant une période. Enfin, en termes de renforcement de fonds propres, on peut avoir des émissions de dettes subordonnées ou des rapprochements avec d'autres organismes dans le but de créer des groupes prudentiels. Du point de vue de la gestion des risques, il ne faut pas que ces management actions, elles demeurent que théoriques, mais qu'il y ait une réflexion sur finalement la faisabilité, la mise en œuvre de ces actions. Je donne un exemple, l'émission de dette subordonnée, il faut être certain du point de vue de la gestion des risques qu'on sera capable de reverser le taux promis aux organismes qui achètent la dette, ou encore que ça ne posera pas de problème en termes de tiering des fonds propres pour couvrir les exigences réglementaires. Ce qu'on peut préciser aussi, c'est que finalement, ces management actions, elles ne doivent pas être cantonnées finalement à des mesures opérationnelles, mais elles peuvent aussi se caractériser par une évolution des règles de gestion et donc à une évolution des politiques écrites le cas échéant, la réalisation par exemple plus ou moins forcée des plus-values, modifier la prudence des provisions. Pour les organismes vie, ça peut être l'écart entre le taux garanti et le taux servi. L'important pour la gestion des risques, du point de vue des management actions, c'est vraiment de se préparer en amont des actions correctrices avec un cadrage sur le délai et la faisabilité pour pouvoir finalement les tester dans l'ORSA et déjà avoir une idée de leur impact. Pour poursuivre sur les bonnes pratiques sur l'ORSA, on peut dire que ce qui va être important cette année, c'est de s'assurer que sa politique ORSA elle puisse formaliser les rôles des instances de gouvernance, mais aussi les critères et les conditions de réalisation d'ORSA exceptionnelles qui ont pu être rencontrées, comme je disais au départ, dans cette année de crise si particulière, et d'avoir un audit de son modèle de projection
notamment avec une documentation sur les méthodologies et les contrôles des outils, un backtesting effectué entre les résultats escomptés et le réalisé, et surtout assumer, être clair sur les limites de ces modèles, que ce soit par exemple en termes de projection d'actifs, pour que véritablement on ait toutes les billes sur finalement l'implémentation du business plan et les limites de sa modélisation, en sachant qu'est-ce qui peut être intéressant aussi, c'est la mise en place d'un double regard. La gestion des risques donc, travaille sur la projection, mais on peut aussi imaginer l'implication du comité des risques sur ces hypothèses. Là, on a parlé des bonnes pratiques sur l'ORSA, et je voudrais juste terminer cette partie des bonnes pratiques par une réflexion, par le fait de partager une réflexion, c'est-à-dire que on a vu que la gestion des risques, elle travaillait sur l'ORSA, mais on a aussi vu qu'avec cette année de 2020 et cette crise sanitaire et les risques majeurs attendus pour 2021, finalement, on ne se cantonnait pas à l'ORSA, mais elle avait un rôle beaucoup plus large, la fonction gestion des risques. Et une question se pose qui est de savoir finalement si la fonction clé ne mériterait pas son propre reporting. Alors, réglementairement, la fonction gestion des risques, elle n'a pas son propre reporting, mais on comprend, d'après les textes réglementaires, qu'elle est responsable de l'ORSA, mais on pourrait imaginer un second reporting dans lequel on récapitulerait par exemple les travaux menés avec le contrôle interne sur la mise à jour de la cartographie des risques pour prendre en compte les risques majeurs dont parlait Benjamin tout à l'heure pour 2021, ou même qui recenserait la synthèse de suivi des indicateurs pour s'assurer qu'on est conforme avec les politiques écrites. Parce que finalement, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est très important d'avoir un suivi à une fréquence plus régulière que précédemment, étant donné qu'on est dans un contexte en proie à de futures crises. Tout à l'heure, Benjamin parlait de la possibilité de faillite. Donc, la gestion des risques peut voir aussi ses reportings renforcés dans un tel contexte. Très bien, merci Patrick. Alors, on va conclure cette présentation juste pour vous rappeler qu'effectivement, cette année 2020 qui a été vraiment très particulière, qui a été une année aussi complexe que passionnante, finalement, elle a positionné le risque et la fonction gestion des risques au cœur de tous les débats. La fonction gestion des risques, au cours de cette année, elle a dû faire face à de nombreuses sollicitations. Et donc, elle a dû se montrer effectivement très disponible. Elle a dû faire preuve de pédagogie et de nuance dans ses analyses et dans ses conclusions. Et ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut tirer profit de cette année 2020 pour répondre aux enjeux importants de l'année 2021, mais également des années à venir, à travers notamment la poursuite de l'amélioration du système de gestion des risques, la poursuite et le renforcement du suivi des indicateurs de risque. On a vu que c'était très important au cours de cette année 2020, les indicateurs de risque, dans l'analyse et la quantification des risques majeurs. Et on va insister aussi sur la partie quantification des risques majeurs, qui est tout aussi importante, notamment dans le cadre des cartographies des risques et de l'ORSA. Et enfin, l'autre enjeu très important, c'est dans la définition de la stratégie et des leviers stratégiques. On a vu que la CPR notait effectivement que l'ORSA n'était pas suffisamment intégrée dans la stratégie. Eh bien, voilà, ça fait partie des enjeux importants qu'il faut travailler sur cet aspect de stratégie et des leviers stratégiques. En tout cas, on vous remercie beaucoup pour votre attention à tous. On va passer maintenant aux questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à nous soumettre directement dans le fil de discussion Zoom toutes vos questions. On essaiera de répondre à un maximum de questions dans le temps qui nous est imparti. Donc, n'hésitez pas. Alors, j'ai eu deux premières questions. Une première question qui était avez-vous des informations à nous communiquer sur la relation entre la fonction clé actuarielle et la fonction clé gestion des risques? Alors, pour répondre à cette question, de manière générale, oui, des informations entre la collaboration, les interactions entre ces deux fonctions clés, on peut en trouver beaucoup. On peut en trouver dans le cadre des travaux ORSA où, par exemple, la fonction clé gestion des risques va solliciter la fonction clé actuariat pour mener à bien certaines études sur certains paramétrages de la formule standard, par exemple.
Et puis, dans le cadre de ce suivi accru des indicateurs qu'on a pu connaître en 2020 et qui se poursuit encore aujourd'hui, il peut y avoir la fonction gestion des risques qui va solliciter la fonction actuariat pour des analyses sur des dérives de P sur C, sur ce genre d'indicateurs-là, des indicateurs un peu techniques, où la fonction clé gestion des risques va solliciter la fonction clé actuariat pour réaliser des analyses. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions ? Alors, on a une autre question. Quelle méthode de quantification du risque dans ce contexte ? Exemple, on sait que lors de la crise des subprimes, on a contacté une forte corrélation avec le nombre de cancers, mais comment le chiffrer ? Alors, du coup, comme on l'a dit, ça va dépendre du risque. Sur les risques sur lesquels on a peu d'éléments, il faut pouvoir se placer en fonction des données de marché, regarder si des analyses existent. Et sinon, à minima, faire une réflexion sur les impacts que ça pourrait avoir. Je me replace sur le risque opérationnel, sur le risque cyber, pardon, et son impact opérationnel. Imaginons qu'on n'arrive pas à trouver finalement d'analyse sur son occurrence et sa sévérité. On peut à minima faire une analyse sur l'impact en termes de perte d'activité, c'est-à-dire se fixer un nombre de jours sur lequel on n'aurait pas accès finalement à l'organisme, aux entreprises, chiffrer finalement le coût aussi de faire appel à un spécialiste pour venir remettre à zéro le système informatique. Donc, si jamais on a peu d'éléments de marché qui existent, tenter de faire des réflexions peut-être plus simples et pragmatiques sur la quantification du risque. Très bien. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions… Ah, voilà, nouvelle question. Attendez. Hop. Alors, vas-y. Est-ce que 2020 a déformé la perception des risques et notamment l'effet domino du Covid, risque RH, plus risque PCA, plus risque marché, plus risque défaillance de sous-traitants, plus risque cyber? Alors, oui, 2020 potentiellement a pu déformer la perception des risques parce qu'effectivement, on se rend compte que cette pandémie, elle a eu tout un tas d'impacts assez divers et variés sur des risques qui sont vraiment très différents. Et oui, on a du risque RH parce qu'on a des risques psychosociaux qui sont accrus, parce qu'on a du télétravail généralisé. Oui, on a du risque PCA et qu'il est peut-être différent encore d'avant puisqu'on ne s'attendait peut-être pas à ce que des PCA durent aussi longtemps. Du risque marché, forcément. Est-ce que ça a déformé ou pas notre perception du risque marché? J'en suis pas certain. Mais effectivement, ça a pu déformer la perception des uns et des autres en termes de risque. Oui, en tout cas, sur le risque cyber, je pense que ça a bien mis en avant le fait que ce risque cyber est vraiment présent aujourd'hui et qu'il faut l'appréhender au mieux possible. Très bien. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, nous, on voulait encore vous remercier pour toute votre attention. Vous faire part du fait que vous pourrez retrouver donc, ce webinaire, le replay de ce webinaire, pardon, on vous enverra un lien si vous souhaitez, par exemple, le transférer à vos collègues. Et puis aussi, vous pourrez retrouver aussi l'ensemble de nos autres webinaires passés et futurs lorsqu'ils seront disponibles. Sur ces mêmes liens. Donc, merci encore pour votre attention à tous, en vous souhaitant une excellente journée et en espérant vous revoir très vite. Merci beaucoup. Au revoir.